Non, ça va. Merci. Je suis Guillermo de los Reyes. Je suis professeur à la Université de Houston. And it is my great pleasure to welcome you today. And of course, one of the panelists is finishing paying for l'addition at the restaurant nearby, but we don't want to eat time from the other panelists, and we don't want to make this late so they can join us later. And we have a very interesting panel on the development of the French right. And first, we have my great colleague and friend, Felipe Corte-Real de Camargo, or Dr. Felipe Corte-Real de Camargo, from the University of Bristol and Cardiff University. And the title of his paper today, Felipe works on several topics, but today he is working on his new project that hopefully in the future will become a book, and it's called Enlightened Ideas, Renaissance Culture, Syncretism and Emblems in 18th Century's English Freemasonry. Please join me to welcome Dr. Corte-Real de Camargo. Merci à tous pour venir ici ce l'après-midi, après le déjeuner. C'est très difficile. Mon français, c'est terrible, mais je voudrais remercier les autorités académiques, maçonniques, surtout Pierre Mollier et tous les teams de les musées de la franc-maçonnerie, qui toujours a démontré un accueil formidable pour nous ici à Paris. Et ma recherche, c'est en anglais. Alors, c'est une présentation en anglais. J'espère qu'en un futur proche, je peux présenter mon travail en français. Pardon, je voudrais remercier mon traducteur ou traductrice à là-bas parce que c'est un travail formidable et there's no price for the work you're making. Thank you. So this paper is a piece of my current research, which is a development of my thesis. In my thesis, I studied the 18th century English Freemasonry through its material culture, especially aprons. I dedicated special attention to its symbology, to the Masonic symbology, proposing to create a grammar of Masonic symbology, a grammar of Masonic symbols. However, I felt like a technocrat trying to write a grammar when I was completely unaware of the etymology of those symbols. And this is the result of my steps backwards. So, est-ce qu'il y a quelques slides ici? But well, doesn't make a big difference. Yeah. Yes, it's there. Yeah. So the 18th century developed sophisticated readings of practices and ideas that were fermenting since the Renaissance. Among them are the fascination for architecture and its mysteries, Neoplatonism, and the development of a language based on symbols and allegories. Resembling any other historical period, the Enlightenment and its outcomes were constrained by their time, the apathy, and the excitement of synchronicity. It is a far-fetched but contagious idea to assume that such developments were intended
or designed. That the men developing such traditions were speaking to the future in the expression of Jules Michelet. Among the products of the Enlightenment, it's modern Freemasonry, and as such, it is no different to other phenomena of its era. That is to say, that Freemasonry was a long-fermented idea that developed over time and that had no design. Freemasonry is not the only thing that came anew in the 18th century. The idea of syncretism, one of Freemasonry's most prominent features, and maybe the most important one, was also put under a different light. Syncretism, socially and philosophically speaking, was regarded negatively until the 18th century. Then it started to be seen as a positive merge of knowledge or beliefs which would contribute to critical and free thinking. Not surprisingly, the first major change towards a positive attitude on syncretism comes in the entries associated to it in the encyclopédie, such as syncretisme et éclectisme. The syncretism presented by Freemasonry was typical of its time. Besides an openness to contemporary elements, there was a claim of antiquity, which was instrumentalized to give the required respectability. In the 18th century, if you want to be respectable, just say that you're ancient in any shape or form. Examples of these claims can be found in the newspapers reporting initiations or in the quarrels within and around the Grand Lodge of England, or what would be the Grand Lodge of England in the future. These features of contemporary elements combined with antiquity claims translated into a ritual framework which resembled the fashionable modes of sociability of the time. These rituals also presented in a performative and esoteric way the moral teachings so widespread in England at that time. The merge of moral philosophy, natural philosophy, often historically rushed into science, and here I would like to make a bracket that often we do some anachronical reading of natural philosophy as science as we understand, and I think that's a little bit rushed. And the revival of Christian meditation led not only to Freemasonry, but also to several Christian awakenings in England. Among the elements combined into this syncretical thinking was the subtle use of emblems. Subtle because they were not used as in the previous centuries, but diluted in a new and compelling way. The emblems were ensembles of a picture, a drawing, and a poem conveying a moral or a moralizing message. They were part of the ut pictura poesis, as in painting, so is poetry tradition, meaning that the emblem was a parallel between poetry and painting, and according to Dieter Sulzer, a synthesizing art. Emblems were popularized by the development of printing in works called emblem books, like the ones you are seeing now. Through those, emblem culture became the primary form of erudite communication during the early modern period. The emblems evolved from a literary relation between the meaning of the picture and the poem to a more independent feature of both. And the study of emblems and emblem books has been historically developed by the capable hands of academics from fields such as literature and philology. Being so, matters of form and genre have been paramount whenever the theme appears. The correlation between poem and figure has been regarded by some authors as essential, and any trace of independence from any of them seem as a vulgarization of the canon. The emblems were part of a wider taste for allegories, which were not only present in the 16th and 17th centuries,
but that also became the common language for paintings and poetry. The art of emblem reposed in the interconnection between poetry and painting, and such interconnection was mostly constructed through the historical opposition between these two art forms. The tension between painting and poetry has one of its origins in Plutarch's reading of Simonides, which stated that painting is dumb poetry and poetry is speaking painting. This definition used to resonate until the Renaissance. Leonardo da Vinci represents the beginning of a turn in its understanding, since in his notebooks, published under the title Trattato della Pintura from 1632, in which he advocates for the superiority of painting as being closer to nature and a more accessible art form. However, the relation marked out by Plutarch was still used in the early modern period by emblem writers as a justification and by its critics as a critical ready-made formula. From the literary and poetic discussions of the 17th century, now emblems were understood in an objective and instrumentalized way. In John Kersey's Dictionario Anglo-Britannicum from 1706, emblem was, and I quote, a representation of some moral notion by way of device or picture. The entry emblème in the French Encyclopédie demonstrates that by the year of publishing of the 5th volume, 1755, the concept of emblem was already sophisticated, meaning, and I quote, image or painting which, by representing some known story or symbol, accompanied by a word or a legend, led us to the knowledge of another thing or a morality. Therefore, the relationship between images and moral teachings was not a singularity brought by Freemasonry, but rather a tradition that was rehabilitated by it. We may see in these practices the influence of the emblem culture, which had a late life in England. The first English emblem book was published in 1586. 100 years later, in 1686, its popularization could be seen by the publication of a children's emblem book. For most researchers engaged on the higher forms of that genre, the children's book signifies the death of the emblem as a convention. A less peremptory approach can be made if we see the emblem culture not as an expiring language, but an erudite tradition migrating to a popular form. The early modern period was then seeing the growth of a living tradition, in the same way in which emblem culture flourished from the taste for allegory inherited from the Middle Ages. Especially in England, emblems may be defined by two types. One is the moralizing emblem, based on the classic and humanist topoi, the rhetorical commonplace from the Renaissance culture. The other type was the religious or spiritual emblem, based on the revival of the Christian meditation in the 17th century. These two types can be seen as having an influence on Freemasonry, since its imagery has elements of both. And here I'm talking about imagery as a collective of the Masonic symbols. When regarded under an iconological approach, Freemasonry has three types of image construction: verbal, mental, and graphical. The verbal ones are derived from the practice of the ritual, not just the descriptive parts of it, but from the whole meaning of the ceremony. They are built through the metaphor, the synecdoche, and the description. In the same way, through the mental images, we have the dreams, the memories, and the ideas. Thus, the imagination, the mental picture, the idea of the lodge, the legends, the journeys around the lodge room are also an important part of the process of forming Masonic imagery. The experiences of the rituals printed the Masonic symbols and allegories in the minds of the initiates.
Synchronically, the Freemasons were forming and thereafter depicting the representation of a verbally constructed and mentally elaborated universe. The outcome of this path, following verbal and mental images, is the third type of image, the graphic, the one that probably you know the most. In this category are pictures, designs, and everything that has materiality. Curiously, the abundance of graphic images related to Freemasonry during the 18th century appeared in anti-Masonic publishing. Nevertheless, for the Freemasons, there was the additional input of the drawings on the floor of the Masonic Lodge, made and erased each meeting in the case of England, and their own depictions starting to be visible in their regalia after the 1750s, and in France in their tracing boards. It's possible to observe and thereafter establish a work hypothesis that Masonic imagery has several elements in common with emblems, being probably a survival of that culture. The images brought and moralizing intent, the images that had a moralizing intent brought by the emblems may be read in Freemasonry as a survivance, a survival, in the sense of Abbe Warburg's tradition and its reading by Didier Huberman. Emblems relied on a tradition that had not much space to renew itself due to the inseparable nature of image and poem, and the literary canons built around it. Freemasonry and the sophistication allowed by syncretism unceremoniously divided image and poem. In Masonic rituals, the images, the equivalent to pictura, would be all over. The verbal images constructed in the rituals, drawn on the floor of the lodge, in the objects furnishing the lodge, in the several depictions of symbols presented in aprons, panels, and illustrations of Masonic literature. The text and performance of the Masonic ritual thus took the place of moralizing poems. Through Freemasonry, the connection between symbols, allegories, and moral philosophy was explained and experienced through the performance of the ritual. It is important to highlight that in emblem writing, the gestures, the actions, or the movements depicted were referred to as the moral part of the painting. Needless to say that the practice of Masonic ritual was more effective than read and absorb these values under literary and hermetic form. What Freemasonry developed was an interesting system of splitting the emblem and treating it in two different protocols of secrecy, although maintaining a hierarchy between pictura, the painting, and poesis, the meaning. The Masonic images were depicted and not considered a secret, being those symbols or allegories used by the fraternity or passages of the ritual presented by images. At the same time, the explanation of their moral or spiritual meaning was concealed and only revealed to its members. Basically, Freemasonry formatted and standardized the pictura, the printing, and offered the higher art form, the poesis, for its initiates. James Anderson's library, which I had access thanks to Susan Summers, who generously shared this information with not just me, but a lot of other researchers, gives us an idea of how essential these books were for the intellectuality of the time. He had copies of Jean Baudin's Iconologia from 1644, which was a re-elaboration of the classic Cesaris Ripa's Iconologia from 1593. Also a copy of the Paradigmatic Emblems from 1643 by Francis Quarles in a 1710 print, a very classic book for English emblem tradition.
And also, this book set a parameter for the emblem tradition in England, as I said, about quarrels. And the third one was the Alchemical Emblemata, or Atalanta Fugiens, from 1617, by Michael Meyer, in a compound binding from 1687. The presence of these three emblem books in the library of a writer with aspirations, as we may call James Anderson, gives us the idea that emblem culture was in the intellectual horizon of those early members of the Grand Lodge and later Grand Lodge of England. Additionally, in Scotland, where what we may call speculative Freemasonry developed, emblem culture left a long-lasting imprint. Emblems were applied for educational purposes in court and within universities. The points to be advanced here are two, and it's like where I want to go with all of this. The first point is that there is a tradition of moralizing education advanced through images that has demonstrated signs of endurance, from Ora Polos Hieroglyphica to the so-called nowadays memetic language, the language of the memes on the internet, or the communication, there's a communication abbreviated, objectivized, and popularized by the way of images, wanting us or not. Thus, it is possible to say that Freemasonry was an important bridge between emblem culture and the modernity. The second point is that by observing emblem culture, advancing and being re-elaborated by Freemasonry, we may see the fraternity under different lenses. Andrew Prescott and Susan Summers, in an article for the Journal of Ritual Secrecy and Civil Society, the last edition, I think you will have in the bags for the event, they resonate Mark Bloch's criticism on the idol of the origins. For Freemasonry to gain more space in academia, and that's an actual struggle, it is necessary to put in context, or as I like to say, to reframe the way in which Freemasonry has been approached. One of these possible reframings is to put apart its imagery, thus deactivating the myth that Freemasonry created its imagery. And that's something that we say quite often. The Masonic symbols are not Masonic, but what we mean by that. So we have to deactivate this myth that Masonic symbols are Masonic from start, from day one, and that, or even sometimes worse, that these symbols have elements of divine revelation by itself. Freemasonry's imagery proves that the continuation of two out-of-favor Renaissance traditions, the emblems and the art of memory. Those were combined with the then new-coming ideas of enlightenment, especially moral philosophy. Therefore, it is necessary to think about Freemasonry as a syncretic movement that in every country adapts to its time by adding contemporary elements considered suitable or convenient to its practice. And here I would like to pick what Paul Rich said about the fox and the hedgehog. I said in the last conference that I deeply believe in what French historian Jacques Revel said about the jeu d'échelle, the game of scales. So the best approach, in my opinion, to study Freemasonry, and as you said, Rich, is sometimes have this deep, closer look to a particular situation, but then taking several steps back to see the bigger picture. And I think that's the way we can walk forward, by being foxes and hedgehogs at the same time. Thank you. Merci pour l'accueil. Merci à vous. Merci beaucoup, Felipe. Obrigado. Our next presenter is Dr. Roger Daché, that you know him very well, and is a professor of Paris Diderot University and also director of the Institute
Masonique de France. And the title of his talk today is L'apparition du maître écossais, 1750, la première pierre du rite français. Did I do it well? Merci beaucoup, please. And actually, Dr. Daché will entertain questions after his talk because he needs to catch a train. So, merci beaucoup. Comment on passe au suivant? Parce que je ne veux pas détruire votre appareil. Ah ouais. Voilà. Le premier maître écossais d'Aché. Marqué d'Aché. Ouais. Merci. Fichier perdu dans un répertoire. Oh. Voilà. Voilà. Parfait. Merci. Alors, évidemment, parler de ce sujet-là, d'abord, ça n'est pas parler, bien entendu, de l'ensemble du développement des grades écossais, c'est-à-dire des hauts grades, parce qu'il faut régler la question une fois pour toutes. Grade écossais au XVIIIe siècle en France, ça ne veut pas dire rite écossais ou rite français. Ce sont des expressions qui n'existent pas à cette époque et qui apparaîtront beaucoup plus tard. Grade écossais au XVIIIe siècle, ça veut simplement dire grade au-delà du grade de maître. Voilà. Donc, traiter d'une question comme ça n'est pas possible si on la prend dans son entier dans un temps raisonnable. Donc, on ne va parler aujourd'hui que des premières pierres de ce qui deviendra beaucoup plus tard le rite français, mais qui dans l'immédiat ne portait pas ce nom, c'était la maçonnerie telle qu'elle se pratique en France. Et on ne parlera que des tout premiers, parce que mon sujet, c'est d'essayer, nous sommes dans une époque de déconstruction, n'est-ce pas, c'est d'essayer de déconstruire des mythes historiographiques sur cette question. Donc je ne m'intéresserai qu'aux circonstances d'apparition, aux antécédents immédiats d'apparition des grades écossais en France, mais naturellement, pour une raison qu'on va voir dans un instant, ça nous obligera d'abord à aller en Angleterre, parce que rien de ce qui ne s'est passé en France ne s'explique à cette époque et ne peut se comprendre sans une référence à la situation anglaise. Il y a sur cette question des opinions classiques, des opinions que les historiens français de la maçonnerie ont soutenues pendant des décennies. Je vous ai listé les principales. Les grades écossais, les hauts grades se sont empilés les uns après les autres, sans aucune raison particulière. On a pris un grade et puis on en a inventé un autre et on l'a ajouté à la pile. Les auteurs parlaient de prolifération néoplasique des hauts grades. C'est une expression qui a été utilisée par un historien maçonnique français. On parlait du chaos écossais, c'est-à-dire que tout ça n'avait aucune logique interne. Un historien qui malheureusement a été célèbre en son temps, Paul Naudon, qui était un homme estimable, mais un historien très mauvais, il faut le dire. Quasiment tout ce qu'il a pu affirmer aujourd'hui a été détruit. C'est comme ça. C'est la vie du progrès des connaissances historiques. Disait, voilà, le premier des hauts grades a été inventé à Lyon en 1743, c'était le petit élu. C'est une ineptie absolue. Mais tout ça a été tenu pour des vérités pendant très longtemps dans le monde de l'historiographie maçonnique française. On va voir comment il faut déconstruire ce premier mythe historiographique. La deuxième chose, c'était de dire et de répéter « tous les grades écossais sont d'origine française ». Alors, ce qui est vrai, c'est qu'à partir d'une certaine époque, les Français ont fait preuve en ce domaine d'une imagination, d'une créativité absolument extraordinaire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que s'il a existé les premiers, et c'est de ceux-là qu'on va s'occuper, s'il a existé des premiers grades écossais en France, c'est parce qu'il s'était préalablement passé quelque chose en Angleterre, en Grande-Bretagne. C'est de là que le mouvement est venu, et pour les premiers grades écossais, il ne s'agit que d'une adaptation française d'un phénomène qui est né, pour des raisons qu'on essaiera de trouver, en terre britannique. Enfin, le troisième mythe, c'était de dire
tout ça n'a pas vraiment de raison, de motivation compréhensible. On ne sait pas pourquoi ils ont eu cette idée d'inventer de nouveaux grades, alors que ça aurait été si simple de s'arrêter à 3. On verra que même cette formule-là est fausse, parce que justement, quand on a inventé le 3e grade, on a historiquement inventé le premier des hauts grades. Par sa structure même, le grade de maître n'est pas le dernier des grades symboliques, comme on le répète unanimement depuis 2 siècles, c'est historiquement le premier des hauts grades. Alors, pour essayer de comprendre tout ça, on peut faire un certain nombre d'hypothèses de travail. Et je dois dire que dans un workshop qui a été donc très resserré, qui a eu lieu jeudi après-midi, nous avons, avec mon ami John Belton, qui est ici, et avec qui nous travaillons sur ces questions depuis maintenant 3 ans, nous avons essayé de présenter l'essentiel de ces hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'il faut renoncer à considérer l'histoire maçonnique anglaise et l'histoire maçonnique française comme des domaines étrangers et séparés jusqu'au moins vers 1750. Avant 1750, il existe une communauté maçonnique franco-britannique où tout ce qui se passe à Londres et tout ce qui se passe à Paris est en résonance permanente par l'intermédiaire, évidemment, de contacts individuels, le fait qu'il y a des Français qui vont en Angleterre, qu'il y a des Anglais qui viennent à Paris, et que les connaissances maçonniques s'échangent considérablement, surtout à une époque où le système des grades maçonniques est encore un système en genèse. Et il y a véritablement une espèce de cofabrication du système des 2 côtés de la Manche. Le deuxième point, c'est qu'il faut arrêter d'être obnubilé par les grades et le nom des grades. Au XVIIIe siècle, le nom d'un grade ne garantit jamais son contenu. Et on peut avoir, sous un même nom, des rituels extrêmement différents. Donc il ne faut pas s'intéresser au nom des grades, il faut s'intéresser essentiellement au contenu des rituels. Les noms étaient extrêmement variables d'un point à l'autre et d'un moment à l'autre. Et en particulier, dans la période la plus primitive, il y a très peu de légendes, voire pas du tout de légendes dans les grades, dans ce qui va devenir des grades. Ce qui les distingue, c'est essentiellement les mots et, dans une certaine mesure, les attouchements qui sont liés à ces mots. Je vous rappelle même que le mot « degree », qui est souvent traduit par un anglicisme regrettable « degré » en français, et qui devrait être constamment traduit par le mot « grade », je referme cette parenthèse, le mot « degree » en Angleterre, dans le cadre maçonnique, n'apparaît pas avant 1730. Or, il existe une littérature et une pratique maçonnique bien antérieure, et on ne parlait pas de « degree ». On parlait beaucoup plus souvent de step, un mot anglais qui d'ailleurs a 2 significations. Il peut être à la fois une étape, step, ça rappelle le mot français étape, mais il veut aussi dire un pas. Et puis enfin, le 4e point, c'est que, bien entendu, il y a une communauté maçonnique franco-britannique, mais les 2 systèmes, à partir d'un certain moment, vont s'acculturer. Et donc, il faut aussi tenir compte, pour décrire l'évolution ultérieure de tout ça, de spécificités culturelles nationales. Mais elles finiront par ne s'exprimer que relativement tardivement. En fait, pour comprendre ça, il faut revenir un peu en arrière et se souvenir que le système en 3 grades ne s'est pas constitué en un jour. Dans les manuscrits qui sont les manuscrits du groupe Hoffoot, qui sont les rituels maçonniques les plus anciens que nous connaissions, qui vont environ de 1696 à 1715 et qui sont tous écossais, il n'y a que 2 grades, il n'y en a pas 3. On sait qu'un premier contact, alors c'est un symbole bien sûr, un premier contact peut-être significatif en 1721 intervient lors de cette fameuse et énigmatique visite de Jean-Théophile des Aguliers, qui aurait été grand maître 2 ans plus tôt à Édimbourg. Et quand il vient visiter la loge d'Édimbourg, on se demande s'il vient pour y apporter quelque chose ou s'il vient pour apprendre des choses. Mais on voit qu'il y a déjà un contact entre ces 2 maçonneries, la maçonnerie écossaise, qui est beaucoup plus antérieurement documentée, et la maçonnerie anglaise, qui ne fait que démarrer. Et le personnage d'Hiram Abif, évidemment, ce personnage aura quand même, peut être utilisé comme un marqueur pour le grade de maître. Il fait une apparition extrêmement discrète dans la partie historique des constitutions de 1723, à une époque où la Grande Loge ne reconnaît pas, la Grande Loge de Londres, ne reconnaît pas encore un système en 3 grades.
Alors, le système en 3 grades, il fait son émergence documentaire à partir de 1725 environ, dans une fameuse société de musiciens francs-maçons, où aurait été pour la première fois dans la documentation, ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas produit avant et qu'il n'en soit pas resté de traces, où serait pour la première fois conféré un grade de maître. On a un premier compte-rendu en 1727, et puis enfin, évidemment, en 1730, la bombe, mais ce n'est des Sactides de Pritchard qui est la première divulgation à révéler un système en 3 grades, et cette fois il s'appelle bien grade, degrees, et surtout un 3e grade qui est centré par une légende, qui est la légende d'Hiram. Donc vous voyez, le système en 3 grades en 1730, c'est un système tout neuf, et d'ailleurs, ça n'est pas du tout un système qui sera universellement adopté. Je veux simplement rappeler une chose pour montrer comment les systèmes de grades évoluent. On a dit tout à l'heure, l'idée c'était que les hauts grades, on les a ajoutés les uns après les autres. Et donc, l'idée spontanée, c'était de dire la même chose. Pour passer de 2 à 3, on a rajouté un 3e grade. En fait, le processus de formation du système en 3 grades a été beaucoup plus complexe que ça. On ne peut pas rentrer dans le détail, mais on peut dire simplement que dans le système écossais primitif, il y a un grade avec les mots J et B, et puis un 2e grade avec un mot qui d'ailleurs ne figure pas dans les manuscrits, mais que, peu importe, on a en réalité séparé le 1er et le 2e grade de l'ancien 2e grade. En y injectant une légende, on a fait le nouveau 3e grade, et au milieu, il reste pas grand-chose. Et je fais simplement remarquer en quoi l'histoire des rituels et des grades permet de comprendre certaines particularités qui s'observent encore 2 siècles plus tard. Bornons-nous au cas français. Dans les différents rites, ce qui n'est pas forcément le cas de nos amis anglo-saxons, nous avons des loges des 3 premiers grades où il y a différents rites. Dans les différents rites, le 1er grade, à part quelques décorations, c'est à peu près toujours la même structure. Le 3e grade, c'est à peu près toujours la même structure. Le 2e grade varie considérablement. Pourquoi ? Parce que quand on comprend comment on est passé d'un système de 2 à 3 grades, on s'aperçoit qu'on a créé un vide et que le nouveau grade qu'il a fallu inventer, et on en a fait 20 versions, c'est en réalité le 2e grade dans lequel, au départ, il n'y a guère qu'une seule chose, qui est la lettre G, renvoyant principalement au mot God and Geometry. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans les divulgations ou dans les catéchismes maçonniques privés, jamais publiés, qui ont existé et qu'on connaît grâce à la fameuse publication de Jones Hammer en 1943, Noob, Jones et Hammer, on a l'exposé dans ces fragments de rituels, dans ces fragments de catéchisme maçonnique, on a l'exposé de différents états d'un système. Parfois, on voit un système en 2 étapes uniquement. Parfois, on voit un système en 3 étapes. Mais la première étape, par exemple, va avoir un mot en J, la 2e va avoir un mot en B, et nous, on s'attend à ce que le 3e ait un mot en MB. Eh bien non, le 3e a un mot en G. Alors que dans le système final, évidemment, le système en particulier anglo-saxon, il y aura un mot en B, un mot en J, un grade en MB, et le G recevra, avec une signification différente, qui n'est ni God, ni Geometry, mais Giblim, qui recevra une autre application pour les secrets réservés aux maîtres de loge. Et puis, il en va de même pour, et ça il faut le comprendre, il en va de même pour la légende d'Hiram. Il n'est pas certain que la légende d'Hiram ait été l'unique solution pour faire le 3e grade. On possède un document qui a inspiré des tonnes de littérature, le manuscrit Graham, qui est à peu près sûrement daté de 1726, et qui nous raconte un certain nombre de légendes. Et dans cette légende, on voit les 3 fils de Noé qui relèvent le corps mort de leur père dans une dramaturgie et dans une scénographie rituelle qui rappelle à s'y méprendre le grade de maître, sauf que ça n'est pas Hiram, c'est Noé. Donc, pourquoi rappeler tout ça ? Pour montrer que
la constitution déjà du système en 3 grades n'a pas été en fonction d'un plan rigoureux, établi, qu'on a appliqué, avec une solution unique pour chaque grade, mais qu'il y a eu plusieurs tentatives, qu'il y a eu plusieurs solutions, qu'il y a eu plusieurs versions. Et quand on est au début des années 1730, une de ces versions semble bénéficier d'une publicité particulière, c'est la version qui est exposée notamment par Pritchard dans Masonry Dissected. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ce système ne va pas être immédiatement accepté. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelles conditions, au départ, et c'est pour ça qu'il est important, avant de parler des hauts grades, de parler de cette question, comment le grade de maître, ce nouveau grade, va-t-il se répandre? Est-ce que ça veut dire que du jour au lendemain, toutes les loges qui étaient à Londres et autour vont se dire « Ah, ça y est, c'est fini, avant c'était 2, maintenant c'est 3 grades ». Pas du tout. Dans un premier temps, on va conférer ce grade dans des loges particulières qui sont distinctes de la loge où il y a les 2 premiers grades. Leur seul objet est de transmettre, qu'on va appeler les Masters Lodges, dans lesquelles, et qui sont connus, et qui apparaissent au début des années 1730, qui vont persister un certain temps, et puis qui ensuite vont disparaître à mesure que le grade de maître va s'intégrer dans un système en 3 grades respecté par à peu près la majorité des loges, mais pas la totalité. Il y a eu notamment en Écosse, pendant très très longtemps, loin dans le XVIIIe siècle, des loges qui ignoraient ou qui refusaient d'intégrer le grade de maître. Aujourd'hui, dans l'État, et quand je dis aujourd'hui, c'est depuis la moitié du XVIIIe siècle, qu'est-ce que c'est qu'un grade qui est distribué dans une loge à part, qui se réunit à part, un jour à part, avec des officiers différents de ceux des 2 premiers? Eh bien, ça s'appelle un haut grade. Donc ça, c'est l'origine du grade de maître qui ensuite s'intègre dans un système qui, peut-être, avait été conçu pour s'arrêter là. Sauf que ça ne s'arrête pas là. On a à peine constitué ce système. Vous voyez, on est dans une période où le grade de maître n'a même pas encore connu une diffusion générale et unanime. Et voici qu'au début des années 1730, à Londres, mais également dans d'autres villes comme Bath, on va voir apparaître des loges qui s'appellent les Scots Masters Lodges et qui distribuent, qui transmettent un grade dont on sait qu'il est différent du grade de maître qui vient d'apparaître. Il vient à peine d'apparaître et en voilà un autre. Et il s'appelle Scots Masters. Et pendant un certain nombre d'années, on va voir en effet des loges qui vont être spécialisées. Alors il y a les Masters Lodges qui distribuent le grade de maître, et puis il y a les Scots Masters Lodges qui distribuent autre chose, qui est le Scots Masters. Alors vous avez évidemment immédiatement compris que Scots Masters, ça veut dire, enfin que la traduction la plus immédiate, c'est maître écossais. Mais de quoi s'agit-il au juste ? Eh bien, pendant très longtemps, les historiens de la maçonnerie disaient on n'en sait rien. Alors, il y a un très grand historien qui s'appelle Gould, qui a écrit une gigantesque histoire de la franc-maçonnerie qu'il faut toujours lire. Alors, il y en a eu 3 versions, la dernière date de 1951, mais il faut toujours lire ce monument qui est extrêmement intéressant. Et Gould avait dit quelque part que lui, il avait une idée sur le contenu de ce grade. Et il disait, voilà, le thème, c'est la redécouverte du mot perdu par des croisés à Jérusalem. Il parlait d'épée, il parlait de truelle. C'était à peu près tout, mais on ne connaissait pas vraiment la source de Gould. Passons en France. Nous sommes, comme vous le savez, à une période, celle qu'on vient d'évoquer, une période où la maçonnerie française va sortir du néant documentaire. 1688, c'est une semi-légende. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de francs-maçons et peut-être même de loges éphémères dans les armées jacobites qui sont arrivées à Saint-Germain-en-Laye en 1688, mais elles n'ont laissé aucune trace documentaire. En revanche, on est certain qu'à Paris, en 1725, un groupe d'Anglais, d'Irlandais et d'Écossais vont amener la franc-maçonnerie et créer les premières loges. Pendant une douzaine d'années, on n'entend quasiment rien. C'est un tout petit milieu, avec principalement des Britanniques, quelques Français. Et puis, en 1736 et 1737, ça devient public. Et en particulier, suite à des circonstances assez rocambolesques, la police parvient à se procurer
le secret des francs-maçons, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire le rituel de réception aux 2 premiers grades. Et c'est un document fantastique pour l'historien. On a ce texte qui a été diffusé à la fin de 1737 et qui a été imprimé au début de 1738. On pourrait faire toutes sortes d'analyses dessus, ce n'est pas le lieu ni l'heure. Je vous signale simplement que dans la description qui est faite en 1737 du tableau qui est au centre de la loge, on nous dit qu'il y a 2 colonnes et des débris du temple de Salomon. C'est-à-dire qu'il y a une allusion furtive au fait que le temple de Salomon a été détruit. Et vous savez évidemment que quelques-uns des grades principaux de la tradition écossaise auront pour objet de reconstruire ce temple. Ça veut dire que cette idée que le temple avait été détruit était déjà quelque part présente dans la connaissance des maçons français. On sait également que ce qui se passe en France, et ça c'est un point qu'on a souligné récemment, est extrêmement intéressant pour les historiens maçonniques anglais. Parce que, comme le dit souvent mon ami John Belton, moi je n'ai pas de rituel, c'est Roger qui a les rituels. En effet, en Angleterre à cette époque-là, il n'y a aucun rituel après la divulgation de Pritchard, qui n'est pas un rituel mais un catéchisme. En revanche, à partir de 1736, nous avons des rituels. Or, en application du fait que jusque vers 1750, il y a une communication permanente entre l'Angleterre et la France, on a même une divulgation, le maçon démasqué 1748-51, qui se présente comme ce que font des maçons français à Londres et donc des maçons anglais dans cette loge de français, et c'est exactement la même chose que ce qu'on fait à Paris. Donc on peut imaginer que ce que l'on voit en France est un reflet de ce que l'on voyait ou de ce que l'on faisait en Angleterre à la même époque et à une époque où il n'y a pas de documents. Entre 1743 et 1745, on voit des textes officiels, dont ceux qui sont les règlements de la loge du comte de Clermont, qui depuis décembre 1943 est grand maître des loges régulières du royaume, où on dit attention, il y a une nouvelle variété de maçons, c'est des Écossais, et c'est d'ailleurs des Écossais qui demandent des faveurs particulières. Vous voyez, les Écossais seront les surintendants des travaux. Donc, des gens qui possèdent un grade qui les autorise à aller plus loin. Aujourd'hui, et enfin, à partir de 1740, je passe là-dessus, on a de multiples témoignages documentaires. On en arrive au point que nous avons évoqué dans le workshop avant-hier, mais qui nécessiterait de longs développements. Aujourd'hui, on peut donner très rapidement 2 exemples de 2 grades qui sont pratiqués à Paris probablement dès la fin des années 1730, le grade de maître parfait et un autre qui s'appelle le grade d'Écossais des 3J. Le grade de maître parfait se présente comme une perfection de la maîtrise, il a un décor vert et on retrouve sur une pierre, qui pourrait être une pierre des débris du temple, le mot Jéhovah, c'est-à-dire le nom de Dieu, qui, dans la tradition maçonnique française du XVIIIe siècle, n'a jamais été perdu. La parole perdue n'a jamais été perdue. Dans tous les tableaux du grade de maître au XVIIIe siècle, on a en grosses lettres J-A, Jéhovah. Simplement, on décide de ne plus s'en servir au cas où, lors de la mort d'Hiram, ce mot aurait été révélé. On a de bonnes raisons de penser que ce grade de maître parfait est une des premières versions françaises dont le contenu essentiel reproduit celui du grade de Scots Masters, apparu quelques années à peine plus tôt en Angleterre. Le deuxième cas exceptionnel, même époque, même endroit, l'Écossais des 3J, dont on nous dit sur une des versions manuscrites qu'il est reçu généralement en France et en Angleterre. Vous voyez ce que ça veut dire. Il n'y a pas de faute d'orthographe, c'était sur le manuscrit. Reçu en France et en Angleterre avec un E. Ce grade qui est pratiqué dans la loge du comte de Clermont est extrêmement intéressant puisque c'est un grade qui permet, où les frères sont qualifiés d'excellents, où le thème est le remplacement d'Hiram par Adoniram, où le mot Giblim est présent avec l'installation du candidat dans la chaire d'Adoniram et l'attouchement au coude, c'est-à-dire le contenu de l'installation secrète anglaise, qui n'est pas documenté en Angleterre avant 1760, mais qui était pratiqué comme un grade donné à ceux qui veulent assurer la présidence des loges
à Paris dès 1745. Vous voyez en quoi la documentation maçonnique française de cette époque permet de comprendre ou de supposer, avec un certain degré de réalisme, de vraisemblance, de plausibilité, ce qui se passait en Angleterre à la même époque. Je passerai sur les filiations individuelles qu'on a étudiées, mais on connaît aujourd'hui les noms de personnages qui ont appartenu à Londres à une loge qui pratiquait le Scots Masters et qui ensuite sont allés à Berlin où, à peu près après leur arrivée, on crée une loge de maîtres écossais. Et ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de John Custos, qui est arrivé à Paris en 1736, mais qui avait toute une carrière maçonnique en Angleterre, et qui disait avoir appris en Angleterre, il le dira lorsqu'il sera interviewé un peu rudement par l'Inquisition à Lisbonne, où il dira qu'on lui a révélé en Angleterre qu'on a retrouvé sous la première pierre du temple de Salomon une plaque de bronze gravée du mot Jéhovah, qui signifie Dieu, ce qui ressemble étrangement à ce que disait Gould à la fin du XIXe siècle. Je passe sur ce deuxième point. Voilà à gauche le tableau de Maître Parfait, l'un des plus anciens à Paris. Voilà le tableau à droite, l'un des tableaux de la loge de Maître écossais de Berlin. Elles sont théoriquement indépendantes, elles n'ont pas de lien théorique entre elles, mais vous voyez la ressemblance est assez frappante. Et donc il y a des circuits de filiation qui partent de Londres et qui permettent de penser à la diffusion de ce grade de Scotsmaster. Les conclusions. Un certain nombre de conclusions provisoires à ce survol dont je vous prie d'excuser le caractère rapide, mais vous voyez l'immensité du sujet et le temps dont nous disposons. Je reprends simplement ces conclusions. Pour comprendre la genèse des premiers grades, il faut renoncer à parler de grades fixes et constants. Le contenu de l'apprenti, du compagnon et du maître ont beaucoup varié entre 1710 et 1730. Les mots sont de meilleurs guides que les noms des grades. La maçonnerie à cette époque, la maçonnerie fondamentale, ou comme diraient nos amis anglais, la maçonnerie pure et ancienne, ne consiste pas en 3 grades, mais elle consiste en 2, 3 ou 4 grades avec des mots, 5 mots. L'arrangement de ces mots à travers les grades pouvant subir un certain nombre de modifications. Il faut considérer l'ensemble constitué par ces grades et les mots qui les structurent comme le nucléus fondamental de la première maçonnerie. Lorsque le grade de maître est institutionnalisé dans les années 1730, on a des indications très claires qu'il s'agissait de créer une aristocratie maçonnique, mais en réalité, c'est devenu le grade d'à peu près tout le monde. La légende d'Hiram, d'ailleurs, appelait certainement à quelque chose d'autre, puisqu'elle se termine sur une béance qui appelle à une réparation. Et vous voyez que les Scotsmasters arrivent peut-être juste après, avec pour but de remplir cette béance. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le grade de Scotsmaster en Angleterre est le plus ancien et le plus primitif des hauts grades. Il n'a aucune origine écossaise connue. Il arrive peu après la diffusion, le commencement de la diffusion du grade de maître. Son thème initial est la redécouverte de ce qu'on va appeler l'ancien mot de maître en JA par les croisés dans les ruines du temple de Jérusalem, avec toutes sortes de variantes autour de ce thème. Le thème de la voûte et d'un endroit, d'une crypte, apparaîtra plus tard et nous n'en parlerons pas aujourd'hui. À partir de 1750, et je termine là-dessus, à partir de 1750, il se passe un phénomène nouveau. C'est la séparation, pour toutes sortes de raisons, à la fois politiques et maçonniques, la séparation de la maçonnerie française et de la maçonnerie anglaise. C'est alors qu'à partir d'un contenu primitif qui consiste, comme je vous l'ai dit, en 4 ou 5 grades et 5 mots fondamentaux, les systèmes vont diverger et s'organiser de manière un peu différente dans chaque pays, en fonction du contexte, en fonction de la culture ambiante, en fonction du fait que beaucoup de choses à l'époque distinguent, séparent et même opposent l'Angleterre et la France. Mais il faut, puisque nous avions décidé de nous intéresser au début de ce processus, se souvenir qu'il s'est passé globalement entre 1725 et 1745, en une vingtaine d'années, un processus de création du nucléus fondamental de la tradition maçonnique, que ce nucléus fondamental a été partagé par les Français et les Anglais,
qui leur ont donné, chacun de leur côté, un mode d'organisation et une présentation rituelle plus ou moins variée, plus ou moins différente. Mais s'il faut rechercher le nucléus, la source primitive de la tradition maçonnique franco-britannique et pas seulement française, elle se trouve là. C'est là, en quelque sorte, que les fondements du temple maçonnique ont été posés. Et à partir de là, les deux pays ont réalisé, dans la suite, des édifices évidemment très différents. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. We are going to entertain questions because Dr. Jachet might have to leave earlier, but questions from the audience. Dr. Rich? Oh, Roger, that was brilliant. Oh, okay. Well, join the crowd. That was brilliant, and the preceding paper was brilliant too, I have to say. I want to say one thing about the reinvigoration of symbols. There is a lack of research in Freemasonry about how a symbol will be taken and then given more layers of meaning and reinterpretation and confusing everyone. And I will take the letter G. Conclusively, the letter G at the end of the 18th century was used to show that lodges were loyal to the Hanovers and to King George. They painted the letter G on all the taverns where they met, and they wanted to show that they were Georgian all the way. And that isn't to deny other meanings, but to say it then becomes an infusion of confusion. Secondly, a persistent theme, I hope, at this Congress is not to concede the antiquity of the craft to England. And it seems to me we've had 6 or 7 suggestions from you today of further research. I give one to you. My Mother Lodge was established in 1733 in Boston, still exists, and it almost immediately began giving other degrees, which it continued to do until the American Revolution. There was a book around 1900 that we're going to republish that gives more information on this. They didn't feel they were illegal or illicit to do this. I'm going to conjecture that they just said, well, let's give a Scott degree. Nothing else is going on. We don't have a speaker. The tavern history is very fully developed, but the people who do the history of taverns do not talk to the Masons much, and as far as I can see, the records have not been plumbed. So I think what we had from you today was a multiplicity of suggestions that really impact on the whole history of the thing. And I certainly urge people to look at what you said, because I think it goes again to the fact that the story has not been properly told, and for some reason people have been cowed or bullied or something into an interpretation which cannot stand up. So thank you. C'est une constante de l'histoire maçonnique qu'au fil du temps, on reprend les grades, on les enrichit, on les réinterprète, et qu'on dit que c'est la forme la plus ancienne. C'est-à-dire que, alors ça s'était déjà produit en Angleterre, quand en 1751, on a créé une grande loge récente, et qu'elle s'est appelée la Grande Loge des Anciens, et qu'elle a qualifié de moderne celle qui existait 30 ans plus tôt. Mais c'est un processus qui revient incessamment dans l'histoire maçonnique. On élabore au fil du temps, et à chaque fois qu'on produit
un nouveau grade réécrit, enrichi, on dit « ça y est, nous avons retrouvé la forme originelle ». Et je reprends la plaisanterie de Pierre Mollier ce matin. C'est très utile pour un historien de la maçonnerie. Quand le manuscrit d'un grade fait 5 pages, c'est le XVIIe siècle. Quand il fait 20 pages, c'est le XVIIIe. Quand il en fait 50, c'est le XIXe. Et il a fini avec une chose que je ne peux pas me permettre de dire, surtout en présence des plus hautes autorités du Grand Orient de France. Il a fini en disant « et quand ça fait 80 pages, c'est le rituel actuel du Grand Orient de France ». Any other questions? Okay, merci beaucoup. Thank you. Today, the last presenter of this panel will be Madame Colette Léger. And I will try to... Léger, pardon. I'll try to pronounce the title of the paper. Please, let me. De 80 de large du 5e ordre quart ordre de Ségus du GCG, l'influence des Lumières. Oh, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, mes sœurs, mes frères, chers amis, le thème qui m'est imparti est donc des 80 grades de l'arche du 5e ordre de rite français aux 4 ordres de sagesse du grand chapitre général, influence des Lumières. Alors, je dois vous dire qu'il est difficile d'intervenir en fin de colloque. Tant de choses ont déjà été dites sur les Lumières et le rite français, tant de choses ont été dites sur les grades écossais, notamment par notre frère Roger à l'instant, avec tant de talent. On essaiera de continuer le challenge. Pour commencer, quelques mots du contexte historique. Dans les années 1760, nous sommes en France, une multitude de systèmes de haut grade se développent, conférés aux maçons par des structures concurrentes, rivales. Le Grand Orient, dont il a été dit ce matin qu'il était le nouveau nom de la Grande Loge de France, limite dans un premier temps son autorité sur les loges bleues. Mais son objectif, bien sûr, est d'exercer cette autorité sur les structures pratiquant les hauts grades. Ce sera difficile. Il faudra attendre 15 ans, 16 ans, après plusieurs tentatives, après la mise en place d'une chambre des grades, chargée de la rédaction des grades post-magistraux. J'aime mieux les appeler comme ça évite la confusion avec les grades écossais. Cette chambre se limitera pendant 1 an à l'analyse critique d'une 40aine de grades, laissant l'écriture des rituels au grand chapitre général de France, qui tout de suite sait ce qu'il a à faire, renfermer en son sein toutes ses connaissances dans 5 ordres. Alors je vous rassure, les principaux animateurs de la Chambre des grades et du grand chapitre étaient les mêmes. Qui était très actif dans cette chambre ? Alexandre Louis Retier de Montalot, dont on a beaucoup parlé, que certains transforment en icône. Il est auditeur de la Chambre des comptes. C'est un homme du siècle des Lumières, un homme de l'encyclopédie, favorable, jusqu'à la terreur, au nouvel ordre des choses qui se met en place dans la société française. Il sera grand vénérable du grand chapitre général, mais, pour ce qui nous intéresse, il sera en fait le rédacteur des ordres de sagesse. Alors, il a 2 complices dans cette affaire. Charles Millon, conseiller au Châtelet, Louis Salivet, avocat au Parlement de Paris. Comme une bonne partie des 81 fondateurs du grand chapitre, ils appartiennent, vous le voyez, à l'élite intellectuelle parisienne et se situent dans le mouvement d'émancipation au cœur du projet des Lumières, non seulement de la France, mais aussi de l'Europe. Projet des Lumières dont je reprendrai 3 idées de base énoncées par Todorov. L'autonomie et son préalable l'émancipation, le bien commun pour finalité des actions humaines, l'universalité, horizon de toute émancipation. C'est à travers ce prisme que j'étudierai les 4 ordres. Les ordres de sagesse ont été codifiés donc en 1785-86. Ils ne sortent pas de rien.
Ils ont été codifiés par des maçons qui avaient à leur disposition une fabuleuse collection de grades, 81 et plus, structurés par Rottier de Montalot en 9 séries de 9 grades, et dont le classement privilégiait la notion de grade, on y revient, à celle de rite ou de système. Les cahiers, les rituels de ces 81 grades, 3 symboliques, 78 postes magistraux, étaient déposés dans une arche, sans doute un petit meuble, arche du 5e ordre. Alors ce terme d'arche, à l'évidence, en tout cas pour moi, fait référence à l'arche de Noé et désigne un patrimoine précieux à conserver, à sauver de l'oubli, mais surtout à transmettre, celui de la maçonnerie française du XVIIIe siècle. Ces 81 grades ne sont pas tous des grades qui sont porteurs de rationalisme. Ils sont représentatifs de la culture maçonnique de l'époque, traversée de courants multiples et contradictoires. Tradition religieuse, rationalisme, mais aussi subsistance de traditions relevant de l'hermétisme et d'un imaginaire chevaleresque. Les ordres de sagesse vont répondre à un souci de simplification. Ils seront donc un regroupement de grades d'une même famille. Ils permettront de doter le Grand Orient en 1786 d'un rite en 7 grades, 3 grades symboliques et 4 ordres symboliques, plus un 5e ordre. On verra qu'il n'était pas symbolique à l'époque. Un système en 7 grades, c'était quelque chose de très classique dans les années 1760 en France. Ça n'avait rien de révolutionnaire. Alors le 5e ordre, lui, sera académique. Il sera chargé de collationner et d'étudier tous les grades, tous les systèmes en vigueur. Les membres du 5e ordre seront les conservateurs de ces 81 grades. J'analyserai chacun des 4 ordres de sagesse en traitant des grades de l'arche analysés par la Chambre des grades, puis des grades retenus pour les codifier, parce que vous imaginez qu'on a fait du ménage au passage en les étudiant, enfin des modifications de fond qui leur ont été apportées. Une remarque préalable, et je ne sais pas si Roger sera d'accord avec cela. Les ordres de sagesse ne sauraient exister sans le mythe d'Hiram, qui fonde le grade de maître. Dans ce grade, le meurtre de l'architecte du temple est commis par 3 compagnons souhaitant accéder à la classe des maîtres en transgressant les règles de passage d'une classe à l'autre, dans une société soumise à l'autorité de Dieu, soumise à un roi, en l'occurrence Salomon. De cet acte de violence va émerger l'émancipation des maîtres, à qui incombe désormais la responsabilité de l'achèvement du temple. Roger vient de nous le dire à l'instant, le mot n'est pas perdu. On substituera simplement à titre de précaution un nouveau mot à l'ancien mot de maître. Cet ancien mot était le tétragramme, l'un des noms de Dieu, imprononçable, le présentant comme législateur suprême. Nous avons là un mythe de construction à double visée. Le travail sur la matière, métaphore du travail sur soi, mais aussi l'élaboration d'un projet de société. Cette dualité, nous allons la retrouver dans tout le parcours maçonnique au rite français. Alors, le meurtre d'Hiram ne pouvait pas rester impuni. Justice devait être faite. Le premier ordre, appelé élu secret, traite du passage de la vengeance, où l'on se fait justice soi-même, à la justice des hommes, permettant d'encadrer la violence et surtout de restaurer l'ordre social. 2 grades de vengeance ont été analysés par la Chambre des grades et ont été balayés d'un revers de la main. Vous allez voir, les commentaires de la Chambre des grades sont extrêmement laconiques, mais tout de même très expressifs. Dans le premier grade étudié, le chevalier de l'Aigle Noir, le récipiendaire exécute sans hésiter la vengeance qui lui est demandée par l'ordre maçonnique, dans une mise en scène particulièrement violente. Ce grade a été rejeté car contraire à tout esprit de maçonnerie et d'humanité, nous dit la Chambre. Dans le second grade, le chevalier des 2 aigles couronnés, le récipiendaire réclame une récompense pour sa participation à la vengeance,
afin, dit-il, qu'un crime ne reste jamais impuni et que la vertu ne reste pas sans récompense. Ce grade a été jugé absolument nul. 3 grades ont été retenus pour support de codification du premier ordre: le petit élu, l'élu de l'inconnu, l'élu des 15, grades couramment conférés dans les chapitres de l'époque. Dans ces rituels, Salomon demande à des maîtres d'aller à la recherche des meurtriers afin de venger la mort de l'architecte. L'un d'eux ne maîtrise pas sa violence, tue l'un des fugitifs, en ramène la tête à Jérusalem. Les 2 autres compagnons, eux, sur délation, eux aussi, sont retrouvés dans un pays voisin et ramenés à Salomon, qui les fait torturer et mettre à mort. Ainsi, précise le rituel, la vengeance fut accomplie, ce qui doit nous apprendre que Dieu ne laisse point de crime impuni et que tôt ou tard, il venge le sang innocent. La Chambre des grades, dont les étudiants tous ensemble, dit: on pourrait tirer de ces 3 grades un élu raisonnable, qui n'aurait rien de l'odieux de ce qu'on a perçu dans quelques-uns d'entre eux. Hiram étant le père des maçons, c'est sans doute l'occasion pour nos pères fondateurs, non pas de la maçonnerie, mais des heures de sagesse du rite français, de dénoncer le sort réservé aux parricides en 1781, ainsi qu'en atteste le répertoire de jurisprudence civile et criminelle. En France, les parricides sont condamnés à faire amende honorable, à avoir le poing coupé, à être rompus vifs et jetés au feu. 3 modifications de fond seront évidemment apportées à ces rituels. Au niveau individuel, les meurtriers se suicident à la vue de leur maître, expression de la prise de conscience de leur forfait et passage à l'acte. La conscience est un juge inflexible, conclut le rituel. Un nouvel examen de conscience et une nouvelle mort symbolique paraissent nécessaires au maître dans sa quête de sagesse ou de vérité. Au niveau de la société, puisqu'on a toujours les 2 niveaux, la justice est substituée à la vengeance. Si les maîtres continuent de réclamer vengeance pour le sang versé d'Hiram, Salomon, qui représente la société, leur demande de ramener les meurtriers en attentant à leur vie que si la leur est en danger. Il constitue un conseil de 15 maîtres élus, sous sa direction, en charge de procéder au jugement de quelques maçons. N'est-ce pas une première ébauche de justice institutionnalisée ou à tout le moins un désir de justice? En parlant de juste punition, Salomon reste cependant attaché au principe de rétribution qui veut que la peine soit proportionnée à l'infraction. On est encore loin des thèses de l'italien Beccaria, qui propose en 1764 dans son ouvrage Des délits et des peines un droit pénal établi par un législateur, l'interdiction au souverain de juger de la violation ou non des lois, des peines n'ayant pour but que d'empêcher le coupable de nuire désormais à la société et de détourner ses concitoyens de la voie du crime. Justice étant faite, l'ordre social est rétabli au sein du chantier du temple et il convient maintenant de l'achever. Mais avec une nouvelle organisation, Hiram n'est plus là. C'est le thème du 2e ordre, dénommé Grand élu écossais, qui traite de l'union et de l'alliance de ceux qui pratiquent les mêmes vertus. La Chambre a fait l'examen de 14 rituels de cette famille de grades particulièrement prolifiques. Ce sont les grades dont Roger vient de nous parler, en tout cas un certain nombre d'entre eux, les Écossais. Certains traitent de la reconstruction du temple de Salomon, on en a parlé, après sa destruction, thème que la Chambre des grades réservé pour son 3e ordre de rite français. D'autres ont pour thème la recherche de la parole. La Chambre ne croyait pas que l'on puisse s'en servir. En effet, je vous rappelle que pour le rite français, la parole n'est pas perdue. Ce sont enfin des grades d'Écossais dits trinitaires, dont l'Écossais des 3J, aux références très chrétiennes, visant à désigner un nouvel architecte, un surintendant. Les rituels ont été déposés au secrétariat pour être consultés le moment venu. La suite ne dit pas s'ils ont été consultés. 2 grades ont été choisis pour être assemblés et réécrits pour codifier le 2e ordre, le parfait maître anglais et l'Écossais de perfection. Dans ces rituels,
le maçon qui a substitué la justice à la vengeance souhaite se perfectionner et participer au bien de l'ordre maçonnique. Il est accueilli dans le saint des saints du temple à l'issue d'une cérémonie de type sacerdotal, celle de l'ordination d'un lévite. Il est désormais guidé par l'exercice de 3 vertus, l'amitié, la concorde, l'égalité, et contracte une alliance avec ceux qui pratiquent les mêmes vertus. Vous imaginez que ces 2 rituels ne pouvaient pas rester en l'état. 2 novations majeures vont leur être apportées. Au niveau individuel, les purifications ne sont plus des cérémonies de type sacerdotal. Elles symbolisent la perfectibilité des hommes et le nécessaire travail sur eux-mêmes. Au niveau sociétal, le bijou d'Hiram sur lequel était inscrit la parole divine, donc le tétragramme, est retrouvé opportunément. On ne dit pas qu'il s'agit de providence, mais c'est à la faveur d'un rayon de soleil, un midi où le temps était magnifique. Il n'est plus déposé dans un lieu qui symbolise le buisson ardent, comme dans certains rituels, d'où la parole avait été transmise à Moïse. Il est scellé sur un piédestal, que l'on va appeler maintenant piédestal de la science, dans une voûte secrète du temple fermée aux non-initiés. Ce piédestal est recouvert d'une pierre sur laquelle sont gravées l'ensemble des connaissances maçonniques, symbolisant la science, que les grands élus ont pour mission de répandre dans toutes les parties du monde. L'affranchissement des tutelles religieuses est ainsi réaffirmé. Il n'y a plus de vérité révélée. C'est la science, somme des connaissances accumulées par les hommes dans le temps, acquises par la raison et l'expérience, qui contribuent à l'explication du monde. Science qui se doit d'être évidemment partagée et en recherche permanente. Dans ce cadre, la religion n'est plus le socle de la vie sociale, la foi relevant de la sphère privée, de la liberté individuelle. Pour se gouverner, les hommes s'unissent maintenant sur la base de valeurs communes, le respect des lois, la pratique de la morale et la solidarité, mais on est encore dans une forme d'entre-soi. Là se termine la franc-maçonnerie dite salomonienne, c'est-à-dire du temps de la construction du temple de Salomon. Nous allons faire un saut dans le temps de 400 ans avec la destruction du temple de Jérusalem au bout de ces 400 ans. Le 3e ordre, chevalier d'Orient, ouvre la page de la maçonnerie qu'on appelle ainsi renouvelée. 2 grades de cette famille ont été analysés et rejetés comme anti-maçonniques. Ce sont les grades du chevalier du Saint-Sépulcre et le chevalier d'Onction. Ils établissent très clairement une filiation entre croisés et francs-maçons, avec promesse de salut pour ceux qui respectent les vertus chrétiennes. Le récipiendaire est invité au combat contre les ennemis de la foi catholique, apostolique et romaine, je cite, et à la reconquête des lieux saints. En ne retenant pas ces grades, la Chambre dit très clairement qu'elle rejette une telle filiation entre maçonnerie et croisés. Le seul grade retenu sera finalement le chevalier d'Orient, grade terminal dans les années 1750 et dans certains systèmes et dont les différentes versions présentent une certaine homogénéité. La Chambre le juge bien rédigé. Il a donc été largement repris pour codifier le 3e ordre. Que nous dit-il ? Eh bien, la première destruction du temple est assortie de la déportation d'une partie importante de la population à Babylone. Quelques grands élus restent à Jérusalem. Ils vivent dans le renoncement, figés sur les traditions de leur ordre, improductifs, impuissants à reconstruire le temple dans un contexte hostile. De son côté, le peuple captif, durant 70 ans, lui, ne retrouvera sa liberté qu'au prix de la fidélité à ses engagements maçonniques et au principe d'égalité et de fraternité. À son retour d'exil, il reconstruira le temple sous la conduite d'un chef qualifié de premier d'entre ses égaux. Reconstruction la truelle d'une main pour bâtir, l'épée de l'autre pour lutter contre les ennemis de la reconstruction. Un ajout essentiel va être apporté au rituel
par le grand chapitre, la découverte par les grands élus dans les décombres du temple, du bijou d'Hiram et du piédestal de la science, puis leur destruction, afin de les soustraire au regard des ennemis. La parole est perdue, l'ancienne loi ne s'applique plus au retour d'exil, c'est aux hommes, dorénavant, d'établir le mode de fonctionnement de la société. Le troisième ordre, tel qu'il a été codifié, traite ainsi d'une société de type égalitaire, qui n'est plus assujettie au pouvoir absolu d'un monarque. Son dirigeant est reconnu par ses pairs pour ses qualités. Elle est dorénavant le fruit du désir et de l'imagination des hommes, qui élaborent leurs propres lois dans le souci du bien commun. Las, le temple est de nouveau détruit, les maçons ayant négligé leurs travaux, nous dit le rituel. Le cycle construction, destruction, reconstruction se répète décidément et se répétera, signifiant que rien n'est jamais définitif et que la lutte contre l'obscurantisme, contre les valeurs que l'on défend, doit être permanente. Nous arrivons au quatrième ordre, le dernier des ordres symboliques à l'époque, ou souverain prince de Rose-Croix, qui va marquer une rupture par le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Les 3 grades de chevalier de Rose-Croix étudiés se sont vus reprocher trop de cérémonies conformes aux cérémonies ecclésiastiques. La Chambre a cependant cru devoir les conserver. Le grade, qui sera codifié, présente encore une connotation chrétienne, mais sera tempéré par un discours historique qui va convoquer les sages de l'Antiquité, qui sera le fruit d'une forme de déisme éclairé. Sa rédaction, pour le moins ambivalente, opportuniste, pourrait-on dire, permettait tout à la fois de rallier au Grand Orient les chapitres attachés au caractère chrétien du grade, de rassurer l'Église en se défendant de toute accusation de singer la religion, et d'exprimer le caractère universel de ce grade, dépositaire des traditions les plus anciennes. Dans ce grade, par la négligence des hommes, la société est livrée au désordre et à la confusion. La parole est de nouveau perdue. Une nouvelle parole doit émerger, car nous savons tous que trop qu'un monde privé de parole est source de servitude, de privation de liberté, de totalitarisme. La parole sera recouvrée par le récipiendaire, INRI. Elle symbolise une loi nouvelle, dont il n'est plus dit explicitement qu'il s'agit du christianisme, mais dont les vertus constituent les principes. Les vertus théologales, foi, espérance, charité, constituent les principes. On a donc reconnu le christianisme. C'est une loi d'amour de l'humanité qui s'adresse à tous les hommes, ouvrant ainsi au principe d'universalité. Au terme de son parcours, alors que font les membres du 5e ordre? Eh bien, ils sont déjà au nombre de 27. Il y en a 18 qu'on appelle les prosélytes, qui rentrent au 5e ordre par une cérémonie qui est le chevalier du soleil. Et il en reste 9 qui sont les véritables patrons, animateurs du grand chapitre général et qui, eux, ont accès à l'ensemble des 81 grades de l'Arche. Au terme de son parcours initiatique dans les ordres de sagesse de rite français, le maître devient parfait maçon libre dans une société plus juste et plus responsable, fondée sur l'exercice de la raison, le libre arbitre, permettant aux hommes de s'affranchir des tutelles existantes. La prééminence de la science sur le dogme religieux, la relégation de la foi à la sphère privée, l'égalité des hommes en droit, l'élaboration de lois par les hommes dans le souci du bien commun, enfin l'universalité. Nous reconnaissons là les idées des Lumières. En conclusion, comme toutes les conclusions provisoires, si l'on retient que la construction du temple est la métaphore de l'organisation d'une société, osons penser que les ordres de sagesse sont un projet de société alternatif, en rupture avec la société de l'Ancien Régime, caractérisée par une monarchie absolue, une société d'ordre inégalitaire à tous les niveaux et un catholicisme prégnant. Le rite français
se positionne ainsi clairement dans le mouvement d'émancipation au cœur du projet des Lumières et traduit un engagement fort de la franc-maçonnerie pour y apporter des réponses. Alors, Charles Coutel, qui est là devant moi, spécialiste de Condorcet, fait un parallèle entre ce projet de société et les grands principes philosophiques des Lumières réaffirmés par le club de réflexion dénommé Société de 1789, créé en 1790 à l'initiative de Condorcet. Démonstration, s'il en faut, que les francs-maçons, pétris des cultures des Lumières, parce que les Lumières sont plurielles, et les hommes politiques se sont mutuellement nourris de leurs réflexions. Je ne peux m'arrêter sur la fin du XVIIIe siècle et j'aurais souhaité vous donner une perspective d'avenir, finalement, pour l'action des maçons de rite français, aujourd'hui dans la Cité. Et je partirai d'une citation de Delphine Horviller, qui nous dit, rabbin libéral, qui nous dit « Lorsque le nous du communautarisme l'emporte sur le je du collectif, la République est en danger. » C'est donc un appel à la défense de nos valeurs républicaines. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. We have time for questions for our two panelists. Any questions before the pause or break? Yes. En français, si ça ne dérange pas. OK. Est-ce que, ma chère Colette, tu pourrais revenir sur le geste qui tirait plutôt de Condillac que de Condorcet, qui consiste à nous poser la question suivante. Est-ce qu'un des principes de travail, de sélectivité ou de hiérarchisation des grades, des 81, est-ce que ce principe est régi par le souci de vérifier en quoi les Lumières seraient une école pour lutter contre l'abus des mots? On a beaucoup travaillé aujourd'hui sur l'idée qu'on peut se payer de mots. Et est-ce que l'idée que tu as présentée, qui consiste à montrer que ce qui compte, c'est à travers la multiplicité des grades et ou degrés, c'est de toute façon trouver paradoxalement de l'unité dans la diversité même. Auquel cas, c'est ça ma question. Parce que, et c'est une question peut-être aussi à notre autre collègue et ami anglo-saxon, est-ce que dans la sphère anglo-saxonne, vous avez aussi cette idée que paradoxalement, c'est en laissant aller la plus grande diversité qu'on fera surgir la conscience de l'universalité, de la singularité même des individus et des moments historiques? Je peux répéter la question en anglais, mais ce sera plus dur au moment de l'après-midi où on est. Thank you. Je réponds en premier. Eh bien, pour répondre à la question donc de Charles Coutel, d'abord, l'arche n'est pas du tout classée. D'accord. Elle est classée par famille de grades. On en a négligé dans la codification du rite français tous les grades templiers. D'accord. Tous les grades templiers. On a négligé dans la codification du rite français tous les grades templiers, tous les grades hermétiques. Et donc, on s'est arrêté finalement au Rose-Croix en se disant c'est le grade terminal, ce qui était le cas dans beaucoup de systèmes. On n'a pas voulu mettre autre chose, y compris au 5e ordre, en dehors du chevalier du Soleil. Mais je pense que réunir ce qui était part sous-entend, dans un premier temps, de collationner l'ensemble de ce qui existe, en faire une analyse finalement raisonnée et proposer ensuite un guide. Et on voit bien dans nos ordres de sagesse, on commence par l'émancipation des maîtres, une première émancipation, et puis une ébauche ou un désir, en tout cas de justice. Et puis on arrive peut-être à une société un peu fermée, mais qui n'a plus un roi, en fait, qui est là pour le guider, mais on commence à se prendre en charge sur la base de valeurs, de vertus, mot que je n'aime pas trop. Puis finalement, le 3e ordre commence à nous donner une idée de liberté, de prise en main par les hommes de leur destin. D'ailleurs, le mot de passe
Et le mot libertas, dans ce grade, ça n'est pas au troisième ordre, hein, ça n'est pas pour rien. Et au dernier ordre, c'est donc l'ouverture finalement à l'universalité. Well, I think that in the Anglo-Saxon world, and there's a tension here because I'm a historian from Latin America, so we have this, we were raised in the French tradition. So Fernand Braudel went to São Paulo to start the historical school there and everything. So we are majorly Francophile when it comes to history. So I'm a historian with an academic career in England, but seeing England through continental lenses at the same time. So I think that when we are talking about Freemasonry in England, at first, as Paul Rich said before, I think we are dealing with political society at first, and I think at the same time you have in England this mentality of the individual in the sense of the civil liberties, but then there's not this mentality as we see in the French Enlightenment of the universal. And I think this mentality of the universal, or a more, how can I say, these enlightened ideas in the French and German way starts to come to England in waves. And I think the higher degrees, as we call higher degrees, is a nice way to see how these ideas are arriving in England. And that's what I say. It's nice to see that Freemasonry is an instrument for these ideas to arrive in England and to develop there at the same time. So, and that's where I try to highlight quite a lot how Freemasonry, it's important besides the interesting aspect of a fraternal and friendly society, but it was actually a vehicle. It was an instrument for, as Roger Dachez said, this transnational République des Lettres to communicate with England. And here an example, my city, Bristol, we have, as some of you may know, is a very specific way to work English Freemasonry. So people were joking during the workshop that everything is different in Bristol. And it is, because it was a port city. Because it was a port. And you go to the Bristol archives and you see a lot of papers in French. You see a lot of French regalia, a lot of Irish regalia. So the ports, Liverpool, but I would highlight Bristol, they are these places where you have porosity. You know, you have holes in which new ideas, new practices, they come in. In the case of Bristol, it stayed for different historical reasons. But I think you can think about universality in English Freemasonry, but again, because Freemasonry was set and was built to be royalist, you know, that it's a major constraint. So, you know, you can expand, but not too much. You know, so as long as you're a royalist, it's fine, but don't go Republican. Merci. We are going to, I think after this panel, we think that perhaps for the colloquium in 2 years, we should discuss Freemasonry and transnationalism, also transculturation, la transculturación, and Freemasonry and universality in Freemasonry. We're going to thank you, merci beaucoup, to the presenters. Join me to give them a brief applause. And we're going to do a small pause, and then we finish with the last panel. Merci.